Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, en ce cycle Halloween 2025, j'ai décidé de revenir sur un drame psychologique, donc c'est l'horreur personnelle d'une protagoniste ici, à travers une œuvre intitulée Répulsion, qui fête ses 60 ans cette année, sortie en 1965, et réalisée par un certain Roman Polanski, dont c'est le deuxième long métrage à l'époque, donc fait avant toutes les affaires qui le concernent. Même si quand on voit ce film, on ne peut pas ne pas y penser, j'y reviendrai peut-être plus ou moins directement. Il s'agit d'ailleurs de sa première réalisation en dehors de la Pologne, ici au Royaume-Uni, même si l'actrice principale, c'est Catherine Deneuve, bien sûr, dans un rôle presque à contre-emploi à l'époque, mais bon, elle a une carrière très riche et variée, mine de rien. À ses côtés, la franco-britannique Yvonne Furneaux et quelques acteurs anglais ou britanniques au sens large, tels que John Fraser ou Ian Hendry. Et donc ici, nous sommes dans une sorte de huis clos psychologique qui colle parfaitement dans cette ambiance où vous allez retenir le souffle, et ça peut fonctionner dans la diversité des films horrifiques que vous pouvez vous faire, donc à l'approche du 31. L'histoire donc visiblement complexe d'une jeune employée dans un salon esthétique qui s'appelle Carole, qui vit avec sa sœur à Londres, et on la sent totalement ailleurs, un peu paumée, en errance personnelle, que ce soit en intérieur ou dans la rue. Elle n'est pas trop à son travail, et chez elle, elle n'est pas à l'aise, et avec les hommes au sens large d'ailleurs, il y a clairement un souci. Tant et si bien qu'on va se poser la question, évidemment, si on regarde le film premier degré et tout, si elle n'est pas en train de rentrer dans une forme de parano, de folie personnelle, mais bien sûr, il y a autre chose derrière. On peut le dire, le long métrage n'en fait pas vraiment un mystère, même si je ferai une zone spoiler quand même pour ce qui se passe à la fin, mais c'est le genre de film que vous voyez en mode c'est une évidence, mais c'est superbement fait dans cette évidence-là. C'est on va dire, un exemple dans le style. Donc on va suivre les péripéties de Carole avec un petit ami qu'elle a du mal vraiment à accepter dans sa vie, avec le compagnon de sa sœur, avec aussi le propriétaire de l'appartement, etc., etc. Et on comprend que le mal est lointain, certainement. Et on va suivre à la fois donc ces divagations du quotidien, ces errances, voilà, et aussi ces cauchemars, qui vont forcément plus ou moins se mélanger, parce qu'on comprend que sa vie est devenue un cauchemar. Depuis quand? Pourquoi? Mystère. Pas trop, évidemment. Et c'est un film qui joue sur l'ambiance, l'atmosphère et les lieux. C'est du pur Polanski que j'aime. Parce que oui, c'est un réalisateur très problématique, que voilà, je n'ai pu voir ses œuvres au cinéma maintenant et tout. J'ai déjà vu J'accuse il y a quelques années, et franchement, c'est assez particulier quand même. Surtout avec le recul, parce que ma vidéo d'époque, finalement, on n'avait pas analysé ceci en ce sens, mais peu importe. Cependant, on ne peut pas nier que ça a été un grand réalisateur, surtout sur ce côté mental de ses personnages. Là, on pourrait presque d'ailleurs intégrer ce Répulsion dans une trilogie. Il en serait le premier volet, trilogie non officielle évidemment, d'une sorte de trauma psychologique, d'enfermement intérieur et personnel. Il y aura Rosemary's Baby, 3 ans après, qui est peut-être mon Polanski préféré, un de mes films d'horreur culte. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, ça sera probablement dans 3 ans, si je continue à faire des vidéos sur YouTube dans 3 ans, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et évidemment, il y a Le Locataire aussi, que je connais, que j'ai déjà vu, j'avais même lu le bouquin de Roland Topor, j'en parlerai peut-être l'année prochaine, puisqu'il fêtera ses 50 ans, qui est aussi d'ailleurs presque une sorte d'écho miroir à ce film-là, mais du point de vue masculin et autre chose. Bon, on se penchera là-dessus l'année prochaine, là aussi si tout va bien, bien évidemment. La Répulsion, c'est clairement ça, dès son deuxième long métrage, il a compris, il a tout compris au cinéma. On peut sentir des emprunts préalables à cette mode un peu de film d'horreur du début des années 60, j'y pensais là récemment, mais c'est vrai que toute cette liste de films, là récemment j'ai fait La Servante, ou je l'ai fait avant, ou ça sera publié après, parce que je sais pas dans quel ordre je fais les vidéos, ce début de décennie, les années 60, où on commençait à mettre l'horreur dans ailleurs que la série B, grâce à Psychose, Les yeux sans visage, et donc aussi en Corée avec La Servante. Là, 5 ans après, on est dans ce style-là, mais aussi avec le côté quasi surréaliste de certains moments, de cauchemar, à la Buñuel. Je pense que Polanski, alors, je sais pas, j'ai jamais vraiment lu
sur lui, etc. Mais il peut, à mon avis, se référencer et être l'un des héritiers, même si à l'époque Buñuel était aussi contemporain, de ce grand réalisateur espagnol qui fonctionnait aussi sur le drame psychologique, qui peut aller loin dans le trauma personnel. Et tout est déroulé ici. Alors c'est presque un film, presque. C'est pas un reproche, au contraire, mais vraiment clinique dans le sens où il respecte tous les codes. Mais 1965, c'est-à-dire qu'il a aussi influencé d'autres réalisateurs qui vont rentrer dans ces codes-là. Et ce côté autoroute absolue, dès le début, gros plan sur l'œil dans le générique, on comprend qu'on essaye de sonder l'âme de ce personnage, de voir ce qui se cache derrière, et après, on va suivre avec caméra très proche, avec ses gros plans, tout ça, c'est très polanskien aussi de cette époque, et ça bouge et ça vacille avec donc ce personnage qui est à la fois enfermé en elle, par rapport à ce qui a pu se passer, dans cet appartement, là on va penser donc au fameux Rosemary's Baby aussi, mais le locataire, parce que cette idée là de comment enfermer, mais même quand elle est dehors ou ailleurs, il y a toujours quelque chose qui est assez, qui se referme sur elle. Quelques démons, quoi. D'ailleurs, les murs commencent à craqueler, à mettre dans la rue, le trottoir, on ne sait pas ce qu'elle voit est vrai ou non. Ces moments de terreur, de tension nocturne, qui sont échos à ce qui va vraiment arriver réellement le jour. Et puis toutes ces histoires-là, qui rappellent la mort, qui rappellent aussi le côté cadavérique des choses, ce lapin par exemple, et autres choses qui sont annonciatrices, c'est-à-dire que le film est tellement bien écrit et bien réalisé sur pas mal de points que donc dans le côté spatialisation, déambulation, caméra qui tremble, tout ça, c'est nickel, mais aussi il y a le foreshadowing, c'est-à-dire que par exemple il va se passer un truc qui va avoir une importance plus tard, une baignoire, un coup de téléphone d'un monsieur, visiblement Hélène doit de l'argent à quelqu'un, on comprendra plus tard à qui, et tout ceci va avoir cette importance-là. Et puis un petit plan, un moment, sur certains objets dans le salon, et bien sûr. Donc si vous êtes attentif, même dès le premier visionnage, car oui, il s'agit d'une découverte tardive concernant ce film, eh ben, tu as tout pigé. Pourquoi ? C'est cet effet, pas un effet Mandela, c'est pas un effet autre, mais c'est que tu as probablement vu d'autres films du style postérieur, qui sont probablement influencés par celui-ci, qui font que tu as tous les codes, tu vois, quand tu vois beaucoup de films, de toute façon et tout, et en fait, là, c'est pas qu'il y ait une évidence en tant que telle, c'est qu'il fallait le faire, 1965, et qu'il a posé quelques jalons, même s'il n'est probablement pas aussi le premier, dans ce style. Niveau performance, Catherine Deneuve est remarquable. Là, pour le coup, c'est l'une de ses plus grandes performances d'actrice. Alors, elle a joué dans plein de styles différents, chez Jacques Demy aussi, chez Buñuel, d'ailleurs, j'ai toujours pas vu Belle de jour, pourquoi pas d'ailleurs y penser. Enfin bref, et aussi après les Prédateurs chez Tony Scott. Enfin, c'est quand même une actrice que parfois on réduit à certaines choses, mais waouh. Bon, et là presque elle casse un peu son image aussi. C'est un rôle très très violent. Je ne sais pas à quel point elle s'y est impliquée et comment elle en est ressortie, mais tu sens quand même que ça transpire dans son regard et dans ses gestes, qu'elle a dû se mettre dans un certain état. Je sais pas si c'est du acteur studio et tout concernant Catherine Deneuve, mais c'était pas anodin comme travail d'actrice, je trouve. Et tout ce qui gravite autour, voilà, c'est la façon dont on la filme. De son point de vue aussi, on voit pas mal de choses, mais quand elle est filmée, rien n'est anodin dans la disposition des plans et la façon dont on la fait bouger aussi à l'écran. Là-dessus, Polanski, c'était un roi. Comment il arrivait à faire ressentir la peur, le trauma, tout ce que vous voulez, la parano, il y a une forme de cinéma paranoïaque, mais est-ce que c'est de la parano ? Vous avez compris très vite que c'est pas tout à fait ça. Il avait quelque chose de très fort, ce qu'il fera après donc, dans Rosemary's Baby, bien sûr. C'est passionnant, ça, il comprenait les choses. Même le bal des vampires, indirectement, il y avait ça aussi. Enfin, même dans des films un peu autres, ça reste un petit peu dans cette idée-là. Spoiler quand même, donc, bon... On comprend très vite. De toute façon, voilà. Moi, j'avais rien lu sur le film. Je savais que c'était une sorte d'horreur psychologique personnelle avec des moments de huis clos. Hop. Bien sûr, j'avais vu des images derrière, notamment ses mains là, qui sortaient du mur. Bon, ok. Mais je ne savais pas trop ce qui allait se passer. La souffrance d'une femme, oui, mais très très vite, on pige en fait sur un moment de travelling, quand même pas mal dans le film, avec des sons d'ailleurs toujours très bien travaillés. Sur ce plan que nous avons là, à un moment
bien marqué sur une photo de famille, on comprend très vite l'idée. L'idée déjà que nous montrait beaucoup d'hommes toxiques autour d'elle, ou qu'elle sent la toxicité masculine, qu'elle se méfie, etc. Ce plan, là j'étais en train de dire, oula, on la voit la petite fille qui n'a pas l'air heureuse, là, on voit cette famille autour qui pourtant a l'air unie. Bon, bah très vite tu comprends que là il y a un trauma originel qui ressort. Voilà, c'est-à-dire que pendant des années, des décennies du coup, hein, elle a vécu dans pas une sorte de déni, mais elle a enfoui en elle quelque chose qui lui a brisé son existence. Donc on a compris, hein, elle a été abusée quand elle était petite. Ça c'est le dernier plan du film qui, sans le dire, dit tout. Bien sûr, le film ne veut pas être explicatif, et c'est pour ça qu'il est génial et qu'il est remarquable et même exemplaire dans le style. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, à aucun moment, de truc frontal en disant ah, quand elle était petite, vous savez. Non, 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 et elle le dit pas, parce que même elle veut pas, elle le sait pas. Il y a sa sœur le sait-elle. Bonne question. À la fin, il y a un plan qui nous montre le visage assez dévasté de sa sœur quand elle découvre donc Carole complètement catatonique et tout. Elle a tué des gens, etc. On sent que finalement elle comprend et que peut-être elle aussi elle a voulu oublier et qu'elle se sent responsable d'avoir abandonné sa petite sœur en plus, potentiellement. Bon, est-ce qu'elle le savait ou pas? Bon, ça on ne le saura jamais, mais on comprend quand même qu'il y a quelque chose. Ou alors elle n'a jamais voulu savoir. Et donc cette idée que tous les hommes, du coup, forcément, la renvoient à ce trauma qui ressort, qui voilà, par crevasse, là, ça commence à s'effriter dans les murs ou sur le trottoir, ça veut sortir, voilà, ça veut sortir, c'est en elle, c'est le huis clos mental qu'elle a, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce plan sur l'œil au début, on essaye de faire sortir ça, et le film fait sortir cette tragédie, et du coup, dans les cauchemars, les mains qui sortent, les trucs qui commencent à se fissurer dans tous les sens, même dans la rue ça va pas, tous ces hommes autour, ça va lui ramener à ce qui s'est pu se passer. Donc évidemment il y a ce petit ami qu'elle va jamais pouvoir voir, hein, bien sûr, qui finit dans la baignoire. Il y a le petit copain, oui, il y a le lapin aussi, bon d'accord, hein, les chauds lapins, peut-être qu'il y a aussi ça, hein, c'est une allégorie, une métaphore, tout ce que vous voulez. Il y a le petit copain d'Hélène, dont elle va se méfier, il ne va rien se passer autour de lui, hein. Et il y a le propriétaire. Alors là par contre, voilà, le film nous montre quand même un point de vue. Jusqu'au bout, tu peux te poser la question, surtout que c'est Polanski à la réal et que une dizaine d'après, il va violer quelqu'un. Hein, il a été accusé, tout ça, hein, la justice a rendu son verdict. Tu peux te poser la question, mais il y a le proprio à la fin qui va abuser d'elle, parce que payer le loyer, une idée aussi là-dessus, hein, et il lui propose ses services corporels, enfin il va abuser d'elle pour pas qu'elle paye. Okay. Bon là, évidemment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle va le tuer aussi, et elle va rester catatonique. On imagine qu'elle n'en sortira plus jamais, parce qu'elle est renvoyée au trauma originel. Donc finalement, le film offre un point de vue soutien des femmes violées, traumatisées à l'époque. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire, qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire Polanski à l'époque? J'en sais rien, je ne suis pas là pour faire dans la psychologie de quelqu'un qui allait visiblement, donc dans le temps, n'avait aucune affaire. Il y a un co-scénariste qu'on va citer qui s'appelle Gérard Braque, qui est français. Je regarde s'il a fait d'autres choses. Oui, il a fait beaucoup de scénarios. Il a fait beaucoup de choses, de Bal des vampires. Mais il a beaucoup travaillé. Enfin, il a travaillé avec Polanski encore. Il a fait Le Locataire. Voilà. Donc, c'est pas si étonnant que cela maintenant que je m'en rends compte. Bref. Donc, il y a 4 mains à l'écriture. Ok. Peut-être que ça le travaillait psychologiquement d'une manière ou d'une autre, ça j'ai même pas envie de savoir, mais ce qui est certain c'est qu'au moins arrivé au bout, tu te dis, ce qu'elle a subi c'est terrible. Évidemment on finit avec son œil qu'on a au début, mais pixelisé derrière la photo de famille, où elle voit qu'elle observe un homme, et on a compris qu'elle a été abusée par celui-ci. C'est la boucle est bouclée, le foreshadowing est bouclé aussi, le double même, le foreshadowing si vous voulez. C'est d'une violence assez brutale, c'est-à-dire que ce genre de film, vous sortez de là, waouh. C'est compliqué, on essaie d'oublier quel est le réalisateur derrière par rapport à ce qui s'est passé après. Vous prenez juste l'œuvre brute en tant que telle, c'est brutal, justement. Et c'est parfait hein, dans ce que ça propose, bien sûr. Donc oui, c'est le pur exemple d'un drame psychologique qui est marquant et marqué par ce qu'il voulait balancer dans son propos, j'imagine, j'espère, en tout cas à l'époque. Le film Amazon Fire, le film m'a quand même pas mal bouleversé,
même si donc d'une évidence très cristalline, presque d'emblée, au bout de 10-15 minutes, tu sais où ça va aller. Mais peu importe, voilà, là au moment de faire cette vidéo, je commence un peu à me craqueler, à me fissurer aussi, hein, tels les moments donc, que nous avons dans le film. Je commence un peu à en perdre, vous voyez, ma maîtrise de l'impro-cinécritique, mais c'est ça aussi, on va dire, le concept de mes vidéos, les forces et les faiblesses, bien sûr, de ce que je fais sur YouTube depuis début 2018. Ce qui est certain, c'est que oui, c'est très probablement et certainement l'un des meilleurs Polanski que j'ai vu. Bon, après un seul visionnage quasi à chaud comme ça, voilà, mais dans son top 3 de ce que j'ai vu, oui, bien sûr. Il m'en manque encore quelques-uns d'importants, et j'ai vu quand même la plupart de ses principaux et salués. Là, on est au même niveau que... enfin, j'adore Rosemary's Baby pour d'autres raisons, parce que je le connais depuis très jeune, mais oui, on n'est pas loin. Le locataire aussi est très bien. Enfin bon, après, hein, il est allé un peu ailleurs, pianiste et tout, mais toujours le trauma originel de quelque chose qui fait que. Et trauma d'un peuple, trauma personnel, trauma d'abuser, trauma aussi peut-être spirituel ou ésotérique. Oui, c'était probablement quelqu'un de très tourmenté, hein, Roman Polanski, ça c'est certain, pour écrire cela, d'accord, c'est un artiste. Mais après, évidemment, ce qu'il a fait, il l'a fait. Donc, fatalement, oui, hein, les erreurs humaines aussi font que certaines fois, il se passe des choses. Et il y a aussi le côté artistique qui en ressort. C'est comme ça. Il y a beaucoup eu d'auteurs et d'artistes problématiques dans l'histoire, et dont certains que j'apprécie beaucoup. Un exemple, même si ça n'a rien à voir avec Polanski, c'est Lovecraft, qui était quand même un être humain détestable sur pas mal de points, qui a justement, avec ce côté-là, pondu des choses au-delà du réel qui marquent, quoi. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Répulsion, de la performance de Catherine Deneuve, des thématiques, de la réalisation, tout ce que vous voulez bien sûr, de la carrière de Polanski si vous voulez. S'il a fait d'autres films dans ce genre, hors les deux que j'ai cités, hein, de cette fausse trilogie avec Rosemary's Baby et Le Locataire. Et puis, bah, ouais, on en parle. Et on en parle cinéma, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, ciao.